Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, elle peut transformer une nouvelle matière en biocarburant. Ça c'est intéressant justement avec l'actualité. On va rencontrer dans Génération Talent Alexandra Collin, une jeune doctorante mise à l'honneur par la Fondation L'Oréal pour les femmes et la science dans son tout nouveau palmarès. J'ai très envie de le mettre à l'honneur dans cette émission, c'est Gaël Musquet évidemment. Gaël, aujourd'hui avec toi, on va tester la sécurité, oui, mais des bateaux cette fois-ci. Tout à fait, on repart de radio. Après les avions, on s'intéresse cette fois-ci aux protocoles qui permettent de sécuriser la navigation maritime et fluviale. Voguer matelot. Notre question du jour, nanomédecins, ils ne sont pas forcément matelots d'ailleurs, tiens, psychologue de robots, assistant du bonheur ou encore dépollutionneuse. Quelques-unes des professions du futur sur lesquelles vous pouvez peut-être déjà miser. On va enfin répondre à une de nos questions fétiches dans cette émission. 85% des métiers de 2030 n'existent pas encore. Alors comment les créer? Pour y répondre et pour en parler avec nous aujourd'hui, Nicolas Hazard, entrepreneur, fondateur d'Inco et surtout auteur de ce livre incroyable. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? 21 métiers du futur à l'ère des robots et de l'intelligence artificielle. C'est aux éditions Flammarion. Bonjour à vous Nicolas. Bonjour. Mais d'abord, focus. Créer des cellules artificielles capables de capter le CO2 et de le transformer en une matière qu'on pourrait utiliser comme biocarburant. C'est un projet fou, mais c'est surtout le projet scientifique et passionnant d'Alexandra Collin, une chercheuse qui fait partie des 35 femmes à avoir reçu le prix Jeune Talent pour les femmes et la science 2022 décerné par la Fondation L'Oréal qui fait un travail fantastique à ce sujet. Son portrait, le portrait d'Alexandra Collin, c'est tout de suite avec Xavier Terrade. Elles sont 35 à avoir reçu le prix Jeune Talent pour les femmes et la science 2022 décerné par la Fondation L'Oréal. Parmi celles qui ont été primées par cette distinction, en partenariat avec l'Académie des sciences et la Commission nationale française pour l'UNESCO, on retrouve notamment dans la catégorie physique, astronomie et biochimie la chercheuse Alexandra Collin. Dans son étude, la jeune femme promet de décrypter le mystère de la dynamique des architectures intracellulaires. En 2015, elle était encore doctorante en biologie et chimie quand elle a participé à une série de débats organisés par l'École nationale supérieure, là où elle a suivi un cursus scientifique pluridisciplinaire. Les découvertes qu'on fait maintenant, elles auront un impact dans 50 ans et qu'il faut y croire et qu'en effet, moi je vois toujours ça un peu comme un truc statistique, il faut 100 chercheurs qui cherchent pour qu'il y en ait un qui trouve le truc qui marche. Enfin, je pense que c'est pas... Mais ils aimeraient bien que ce soit toi. Oui, voilà, c'est ça. On aimerait tous que ce soit. Mais bon, mais c'est un travail collectif aussi. Oui, voilà, c'est ça. Et c'est ce qu'on disait, c'est que même si on n'est pas celui qui met la dernière pierre, on sait qu'on y a participé. Le moteur d'Alexandra Collin dans la vie, faire avancer la connaissance afin de mieux comprendre le monde qui nous entoure, mieux comprendre notamment le vivant à travers le fonctionnement des cellules. La finalité de celle qui a poursuivi sa carrière au commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives de Grenoble serait de pouvoir créer des cellules artificielles très utiles pour faire avancer les biotechnologies. Des cellules capables de capter du CO2 et de le transformer en une matière que l'on pourrait utiliser comme du biocarburant, une innovation décidément dans l'air du temps. Tiens, est-ce que chercheuse, justement, c'est une profession du futur? On va poser la question à notre invité tout de suite parce que les métiers du futur à l'ère des robots et de l'intelligence artificielle, c'est ce sur quoi on va plancher. On ouvre notre boule de cristal dans la première partie du talk. Et pour en parler, qui de mieux que Nicolas Hazard? Nicolas, vous êtes l'auteur de « Qu'est-ce qu'on va faire de toi ?» aux éditions Flammarion. Vous êtes également le fondateur de la société Inco, société d'investissement solidaire et durable, et puis conseiller spécial de la Commission européenne pour l'économie sociale et solidaire. Voilà, drop the mic, voilà, c'est pas mal déjà comme introduction. En tout cas, qu'est-ce qu'on va faire de toi? C'est cette question que vous vous êtes posée, c'est surtout la question à laquelle beaucoup de jeunes ont été confrontés. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une question qu'on entend uniquement dans la bouche des parents, des conseillers, des conseillères d'orientation?
C'est en tout cas une question que moi j'ai beaucoup entendue et qui m'a beaucoup inspiré, parce que je me suis souvent posé la question. Et c'est vrai qu'il y a un âge où on se demande un peu qu'est-ce qu'on va faire, quelles sont les opportunités. Et c'est vrai que les choses ont changé aujourd'hui, ont été un peu bouleversées. Avant, on se posait vraiment la question de quel métier on allait faire et qui on allait devenir. Et aujourd'hui, on a envie, et beaucoup de jeunes ont envie d'avoir du sens, de faire des choses qui ont de l'impact. Et ça, on voit qu'il y a un changement de mentalité. Oui, c'est la question que j'allais là aussi vous retourner. Est-ce que c'est plutôt une question que les jeunes posent justement aux entreprises, aux écoles, aux formations dans lesquelles ils ont envie d'entrer? Qu'est-ce qu'on va faire de ces entreprises-là? Qu'est-ce qu'on va faire de ces formations-là? Aujourd'hui, on sait, cette génération, elle a besoin que les valeurs qu'elle porte soient reconnues dans la future profession ou les futures professions qu'elle va embrasser. Exactement, c'est qu'est-ce qu'on va faire de toi et qu'est-ce que vous pouvez faire de moi et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ensemble. C'est très important. C'est du coup avoir un métier qui a du sens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir un métier qui permet de répondre aux grandes problématiques sociales, environnementales notamment, et de contribuer du coup pour la planète notamment. On voit que les aspects environnementaux sont absolument au centre des débats aujourd'hui et vont l'être de plus en plus. Et puis c'est même avoir, pour par exemple certaines professions, avoir de l'empathie, être utile. Voilà, c'est plein de petites choses comme ça qui font que aujourd'hui le travail, c'est pas seulement gagner de l'argent pour pouvoir après le dépenser et vivre, c'est aussi s'accomplir soi-même. Et ça, c'est absolument clé. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? C'est une question qu'on t'a beaucoup posée, toi, Gaël. Non, parce que je savais très tôt ce que j'allais faire, mais c'est vrai que c'est une question que beaucoup d'enfants se posent aujourd'hui. Les petits piou-piou que j'ai en primaire savent à peu près vers quoi ils se tournent. Ils ont des rêves. Donc, ils rêvent, donc ils savent à peu près ce qu'ils vont avoir comme vie plus tard. Arrivé en troisième, j'avoue que c'est un peu plus compliqué pour eux. C'est une période en plus charnière pour eux, le passage au lycée, l'orientation, le choix des filières vers lesquelles ils vont plus ou moins s'orienter. Et là où ça n'a pas été une difficulté pour moi, ça l'est, et ça crée un peu en plus de l'anxiété chez certains de ces jeunes-là. Oui, ça c'est intéressant ce que tu nous dis, Gaël, parce que ça veut dire que tout se joue dès l'école, Nicolas. En primaire, on a encore des rêves, on se dit tiens, on va pouvoir aller chercher toutes les professions possibles et imaginables, même inventer celles qui n'existent pas encore pour 2030. On le rappelle, c'est une de nos thématiques préférées ici, 85%, nos stats aussi, 85% des emplois de 2030 ne sont pas encore créés à ce jour. On rêve quand on est en primaire et puis ensuite, au fur et à mesure de son parcours scolaire, on se trouve confronté à la réalité, peut-être aussi au fait qu'aujourd'hui, les formations qui sont proposées, les parcours scolaires, ne sont pas forcément en adéquation avec l'agilité qu'il va falloir avoir pour pouvoir aborder ce futur, tout simplement. Exactement. Et comme dit Gaël, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une pression à partir de la troisième, mais une pression qui est beaucoup imposée aussi de l'extérieur, des parents, du corps professoral, etc., où il y a une angoisse qui se crée et qui est transmise après aux plus jeunes. Et ça n'aide pas, bien évidemment. Et c'est là où on voit qu'il y a certains systèmes éducatifs qui, notamment dans les pays nordiques, qui réfléchissent de manière différente et qui laissent au contraire les jeunes s'épanouir, apprendre par eux-mêmes, etc., sans qu'on leur mette la pression. Et effectivement, oui, quand on a un jeune aujourd'hui en quatrième, en troisième, en seconde, qui doit trouver son orientation, en gros, il n'a absolument aucune idée. On a un petit stage en entreprise et encore, avec le Covid, ça a été un peu compliqué pour le faire, mais d'une semaine pour se rendre compte d'un potentiel métier. Mais globalement, on n'a absolument aucune idée de la palette des métiers et surtout, on n'a absolument aucune idée, et même les profs n'ont absolument aucune idée de quels seront les métiers du futur, les métiers de demain et là où ça recrute, etc. Donc parfois, on a même des fausses idées par rapport à certaines filières, etc. Et on n'a pas les bonnes orientations. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faudrait pouvoir, on brainstorm à voix haute ici dans cette émission, imaginer peut-être des cours de métier, des cours de futur même, tout simplement, qui soient incorporés au primaire, au collège, au lycée, tout ça pour pouvoir au fur et à mesure aussi, et encore une fois on est sur des parcours d'enfants qui du primaire jusqu'au lycée vont avoir plus d'une dizaine d'années pour au moins pouvoir affiner leurs idées, changer et puis voir aussi ce monde qui change autour d'eux. Est-ce qu'il faudrait imaginer ce type de module qui puisse évoluer au fur et à mesure que l'enfant lui aussi grandit et que ses envies professionnelles grandissent avec lui? Moi je pense qu'il y a une vraie déconnexion de toute façon entre le milieu de l'entreprise et le milieu scolaire en règle
règle générale. C'est deux mondes qui ne se parlent pas forcément et qui ne se comprennent pas très bien. Et c'est dommage parce qu'on perd beaucoup de temps, notamment après ceux qui en pâtissent le plus, c'est les plus jeunes, à essayer de le comprendre, de déchiffrer le milieu de l'entreprise. Et donc c'est créer plus de ponts, plus de passerelles, pas forcément pour montrer les opportunités qui existent. Et donc oui, il y a beaucoup de métiers qui vont se créer, mais aujourd'hui il faut se rendre compte qu'on est au milieu de ce qu'on appelle la 4e révolution industrielle. C'est le métaverse, l'intelligence artificielle, la robotique, les crypto-monnaies, enfin tout ce dont on entend beaucoup parler, mais qui vont transformer et bouleverser notre économie comme jamais. Et c'est là où arrive cette statistique de 85% des métiers de 2030 n'existent pas encore sous leur forme actuelle. Pourquoi ? Parce qu'on a ces nouvelles technologies qui arrivent et qui bouleversent complètement l'entreprise. Et même l'entreprise elle-même, elle ne comprend pas forcément là où elle va devoir aller, les transformations qu'elles vont devoir avoir. Et donc pour les plus jeunes, comprendre ces transformations, et bon, c'est eux qui connaissent le mieux le digital, les nouvelles technologies, le métavers, c'est des choses qui sont plus familières. Ou qui en donnent l'impression. Ou qui en donnent, parfois qui en donnent l'impression, mais quand même, en tout cas, c'est eux qui sont plutôt précurseurs, et qu'on appelle early adopters en anglais, de tout ça. Eux, ils ont peut-être un coup d'avance aussi potentiellement pour essayer de comprendre où l'économie et le monde va, mais autant faut-il comprendre aussi l'entreprise, ses besoins, de quoi on aura besoin demain, etc. Donc il y a un vrai travail à faire, mais les jeunes ont une grande place à prendre là-dedans dans ce débat. J'aimerais nuancer ce que je viens de dire tout à l'heure. C'est que je savais ce que je voulais faire comme métier. Donc je vais être météorologue. Donc ça, je suis arrivé il y a 21 ans. Et il fait très bien la plume de chaleur. Je suis arrivé ici, dans l'Hexagone, il y a 21 ans, mais aujourd'hui, je suis hacker éthique parce que les problématiques auxquelles j'étais confronté dans mon métier, d'assistance et d'aide aussi aux populations qui sont sinistrées de certaines de ces catastrophes naturelles, n'avaient pas forcément besoin de ma compétence météorologique, mais plus de mes compétences, de mes savoir-faire en matière de réseau, d'administration système et puis de déploiement de réseaux et de systèmes informatiques en mode dégradé. Et ce que j'aimerais souligner, c'est effectivement, dans le milieu scolaire, il faudrait plutôt porter l'attention sur les savoir-faire et avoir des briques élémentaires qui vont pouvoir s'additionner et créer ces nouveaux métiers, ces nouvelles fonctions. On sort du mois cyber, on l'a vu, des dizaines de métiers qui existent déjà, mais qui seront modifiés et de nouveaux qui seront créés dans les prochaines années. Et ça, c'est fondamental parce que ça nous permet aussi de redonner une notion qui est aujourd'hui évidemment centrale dans le monde de l'entreprise, mais qui commence à s'imposer dans le monde de l'éducation. C'est la façon de mixer ce qu'on appelle hard skills et soft skills, ces compétences, certes du savoir, mais aussi du savoir-faire, ces compétences comportementales. On a reçu ici beaucoup de startups de la tech qui essaient justement de mettre ces soft skills à l'honneur. Comment est-ce qu'on peut justement mieux miser sur ces savoir-faire, cette agilité, le fait de se dire que ce futur, il est en co-création, il est en composition tous ensemble? C'est la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des méthodes qui existent. C'est-à-dire qu'on peut dépasser tout ça. Avant, on avait une pédagogie qui était très axée sur les savoirs, effectivement. Donc, on est assis dès son plus jeune âge derrière un pupitre. On attend que le prof nous donne les connaissances. Et on doit les ingurgiter le plus vite possible. Et après, on est évalué sur la manière dont on va pouvoir les ressortir. Aujourd'hui, on se rend compte que ça, c'est assez limité, surtout dans un monde de demain qui va beaucoup changer, qui va demander à ce qu'on ait des compétences différentes et qui va demander à ce qu'on puisse s'adapter aussi au monde qui se transforme, notamment parce que il y a une étude qui a montré qu'un jeune qui rentre aujourd'hui à l'université, jusqu'à ses 38 ans, il va exercer 8 à 10 métiers différents. Donc il va devoir aussi s'adapter, apprendre en continu. Et ça, c'est absolument clé. Et donc il y a d'autres méthodes, et comme vous le disiez, ça commence dès l'école et dès le plus jeune âge. Et on se voit par exemple que dans les pays nordiques, comme la Finlande, comme l'Estonie, qui sont des pays qui sont très hauts dans les classements PISA, vous savez, les classements qui évaluent le niveau des élèves. Par exemple, en Finlande, on n'apprend pas à lire et à écrire avant l'âge de 7 ans, contrairement à d'autres pays, et ils sont pourtant au top du classement. Mais avant, on apprend surtout à s'amuser, à apprendre par soi-même, à construire des choses. On apprend d'une manière différente. Au Danemark, par exemple, il y a ce qu'on appelle les écoles en forêt. Donc les écoles où on apprend en courant, en jouant, en s'amusant, en se tournant vers les autres, etc.
une école sur 5 au Danemark est une école en forêt. Et on voit que finalement d'apprendre des compétences comme l'empathie, le relationnel, la communication, etc., ça va favoriser derrière l'apprentissage. Et c'est des outils et c'est des clés qui nous permettront de nous adapter au long de notre vie professionnelle. Donc c'est toute une pédagogie qui est à revoir dès le départ, dès l'école primaire, dès l'école maternelle même, pour mieux capitaliser au fur et à mesure sur ces savoirs comportementaux, sur aussi le fait de pouvoir incorporer peut-être un parcours justement émotionnel, des expériences aussi hors de l'école, dans son parcours scolaire et au fur et à mesure préparer ses briques pour le futur. Exactement, c'est ces compétences dont on a besoin. Parce que demain, avec l'intelligence artificielle, avec la robotique, non, les robots vont pas tous nous remplacer. Non, on va pas arrêter de travailler parce que les robots vont tout faire pour nous. Ça va pas marcher comme ça. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'il y a tous les emplois qui sont un peu automatiques, ils vont disparaître au fur et à mesure. Et en revanche, c'est les compétences les plus humaines qui vont être mises en avant, qui seront complémentaires finalement des robots et de l'intelligence artificielle. Parce que l'intelligence artificielle, c'est assez bête finalement encore et ça va l'être encore pendant longtemps. Et donc, c'est quoi ces compétences ? C'est l'empathie, c'est la capacité à communiquer, c'est résoudre des problèmes complexes, c'est la créativité, l'inventivité. Et donc, c'est tout ça sur lequel il faut insister dès le plus jeune âge. Non, parce que c'est vraiment ce sur quoi le livre, justement, insiste lui aussi. Qu'est-ce qu'on va faire de toi ? Ces 21 métiers du futur à l'ère des robots et de l'intelligence artificielle. C'est de dire que oui, cette révolution, on est entré de plein pied justement dedans. Tous les secteurs, toutes les industries sont bouleversées justement par les apports de l'IA, de la data, de la robotique, mais attention, ça ne veut pas dire pour autant que l'IA va tout emporter sur son passage. Au contraire, ce à quoi vous tenez, et même dans la description de ces métiers, on va y revenir, nanomédecins, psychologues de robots, dépollutionneurs, assistants du bonheur, c'est le fait de se dire qu'au contraire, le fait de remettre un curseur tech sur ces métiers du futur permet aussi de revaloriser l'humain et les talents humains qui viennent justement faire fonctionner ces emplois. Et donc, rassurez-vous, si vous êtes nul en maths, en sciences, etc., il n'y aura pas que des boulots dans ces filières-là. Il y a aussi tous les boulots autour des métiers de la communication, notamment de la relation aux autres, du service, de la personne, etc. Donc, tout ce qui est le plus humain, qui nous rend humains, les émotions, ça va être absolument central. Donc, on ne va pas seulement réussir si on est un geek. Alors, si on est un geek, on a plein d'opportunités, parce qu'il y a plein de choses qui... Dites pas ça à Gaël, attention, dites donc. Grande opportunité à l'avenir. Mais aussi, si on est très humain et si finalement on a des compétences relationnelles très fortes, de communication, aussi on peut vraiment s'en sortir dans le monde de demain. Ouais, c'est ce que j'ai aussi beaucoup aimé d'ailleurs dans le livre, Gaël, tu vas nous donner ton avis. C'est le fait de se dire que là aussi on voit tous les secteurs au pluriel le plus large possible. Nanomédecins, on l'a cité tout à l'heure, psychologues de robots, dépollutionneurs, on va aussi vers cette économie de plus en plus éco-responsable, sportifs augmentés, artistes transgéniques, réensauvageuse. Alors, il y a quand même des termes qu'il va falloir expliciter ici avec nous, Nicolas. Réensauvageuse, c'est quoi exactement comme profession ? Alors, réensauvageur, c'est, vous voyez Jurassic Park ? C'est un peu ça. C'est-à-dire recréer des écosystèmes qui ont disparu, notamment avec l'ADN et les progrès qu'on a fait. D'ici quelques temps, on va pouvoir réintroduire des espèces, et donc il va falloir comprendre les espèces, comprendre comment elles interagissent les unes avec les autres. Donc voilà, reproduire des écosystèmes et donc petit à petit refaire apparaître des espèces qui ont disparu et recréer des écosystèmes sains. Et ça, c'est un métier du futur qui va, grâce à la technologie, se développer, mais qui va demander une vraiment compétence globale pour comprendre l'ensemble des écosystèmes humains, animaux, de la faune, de la flore, etc. Et qui n'est pas très optimiste pour la rapidité à laquelle le changement climatique montre justement ses résultats. Et ça ne veut pas dire qu'on peut tout détruire aujourd'hui, et bien évidemment, et tout détruire un certain nombre d'espèces et pas travailler sur la biodiversité, bien évidemment, en se disant de toute façon on arrivera avec la technologie à refaire naître tout ça. Ça, c'est quand même une perspective à long terme, et donc il faut quand même préserver la planète aujourd'hui, bien évidemment. Autre profession, vas-y Gaël. On voit toutes les intelligences qu'il va falloir mobiliser, qui ne sont pas uniquement du calcul. On le dit, moi j'étais avec des élus il n'y a pas longtemps, qui étaient inquiets justement de ces nouveaux métiers qui allaient créer du chômage sur leur territoire, parce que
les tâches de certains agriculteurs allaient disparaître avec des tracteurs autonomes ou des machines agricoles autonomes. Et en fait, je leur remettais en perspective le métier d'agriculteur aujourd'hui qui peut être extrêmement pénible et ce qui décourage d'ailleurs des jeunes s'engager dans ces filières-là. Je leur dis, vous vous rendez compte, les opportunités qu'on leur offre aujourd'hui, c'est de mobiliser leur intelligence différemment sur des exploitations agricoles et où ils découvrent d'ailleurs, par rapport à ces environnements qu'il va falloir éviter de détruire, que la pollution lumineuse, dont on a déjà parlé ici, sur ces territoires-là, elle était très faible et qu'on allait du coup pouvoir développer d'autres formes de tourisme respectueuses de l'environnement et que les espèces qui tendent à disparaître justement à cause de la pollution lumineuse, elles pourraient progresser ou en tout cas ne pas disparaître sur ces territoires-là. Donc on voit vraiment toutes ces imbrications qui arrivent sur ces nouveaux métiers qui demanderont des sensibilités, des intelligences mobilisées sur les territoires en question. Et en futur, où là aussi, comme tu le dis Gaël, on a besoin de voir plutôt le verre à moitié plein, se dire que ces changements, ils vont justement pouvoir nous permettre d'avoir des opportunités pour le futur, des opportunités comme celle d'une profession que vous appelez nostalgiste. Exactement. Et je rebondis juste avant de parler de nostalgie, qui est un de mes métiers préférés aussi, sur ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que dans les révolutions industrielles, il y a beaucoup d'emplois qui sont détruits, et donc il y a des études qui montrent qu'il y a des dizaines de millions d'emplois qui sont détruits, et c'est sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui vont être dans des grandes difficultés sociales si on ne les forme pas aux dizaines de millions d'emplois qui vont être créés. Et c'est là tout l'enjeu. C'est pour ça que l'éducation est au centre de tout ça et au centre de notre économie et dans la réflexion du monde de demain. Parce que soit on ne forme pas ces gens et donc on va avoir des gens sur le carreau avec des métiers qui ne seront pas occupés. Donc qu'est-ce qu'il va faire ? Ceux qui savent occuper ces métiers, les prix vont monter et donc du coup ils vont avoir des salaires mirobolants et donc on creuse les inégalités. Soit on se met à fond sur l'éducation, sur la formation. On se dit les gens qui perdent leur emploi, qui sont sur des filières qui sont descendantes et qui sont destructrices d'emplois, on les forme, on les prend en main, on les accompagne et on leur donne l'opportunité d'être dans ces métiers de demain, comme celui de nostalgiste. Nostalgiste, c'est quoi ? C'est utiliser les casques de réalité virtuelle. Je ne sais pas si vous avez déjà fait un petit peu. Ça fait un peu mal à la tête encore, mais ça va s'améliorer. Utiliser ces casques-là, non plus à des fins seulement récréatives, pour s'amuser, pour faire du gaming, mais aussi à des fins curatives, notamment sur les maladies neurodégénératives, comme Alzheimer, où on pourra les utiliser pour recréer pour les personnes atteintes de ces maladies des souvenirs, travailler sur la mémoire, etc. Et puis leur faire retravailler sur leur enfance, etc. Et donc utiliser ces nouvelles technologies pour des fins curatives et pour essayer de recréer des environnements plus positifs. Allez, on continue à ouvrir l'univers des possibles et des futurs dans la deuxième partie de cette émission. Qu'est-ce qu'on va faire de toi, ces 21 métiers ? On continue à les découvrir ensemble avec Nicolas Hazard et Gaël Musquet. Mais d'abord, on fait un tour du côté de la planète tech. Et c'est le Zap d'Edouard Degnaud. Hey, this is Trisha Biegelstad's business card. Take a moment and explore some of those websites and links on the edge there, you know, over there, and see some of the ways that you can integrate technology and art into your lessons. Mano para arriba todo el mundo. Allá vamos. Vamos allá. ¿Cómo dice?
retour sur le plateau de l'École du Futur et vous êtes au bon endroit si vous voulez justement avec nous explorer ces 21 métiers de 2030 qui ne sont pas encore créés. 21 métiers. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? C'est la question que se pose Nicolas Hazard, qui est notre invité aujourd'hui. On continue à parler justement de ce futur des professions dans un instant. Mais d'abord, Gaël Musquet a une idée derrière la tech. Et après avoir testé la sécurité des avions, on va tester la sécurité des bateaux. Tiens, avec toi. Tout à fait, on va parler du protocole AIS. AIS pour Automatic Identification System, comme la DSB, comme on l'a vu la semaine dernière, permet de surveiller, lui, le domaine maritime et fluvial. Il va compléter la vision de ces radars qu'on a, vous savez, ces petits radars... ils sont gros quand même. Je les vois vachement mieux dans le ciel quand tu les montres comme ça. Je les visualise beaucoup mieux. Au-dessus des bateaux, ces radars, ils ont eux aussi malheureusement une portée limitée. Et donc l'AIS va permettre aux capitaines du navire, mais aussi aux capitaineries dans les ports, de voir beaucoup plus loin que la simple portée radar ou la simple portée visuelle. On va vraiment être en capacité de mettre le navire ou le port en capacité d'éviter des avaries, des erreurs, et permettre aussi à des logiciels de cartographie, comme on l'a vu tout à l'heure, et des pilotes automatiques de bénéficier de toute une quantité de sources d'informations secondaires pour les aider à manœuvrer et éviter évidemment à ces navires qui sont de plus en plus gros, de plus en plus lourds, de plus en plus lourdement chargés, de naviguer de la manière la plus sécurisée possible. Ça veut dire que c'est une obligation réglementaire de disposer de ce dispositif AIS. Chaque navire doit l'avoir? Alors, depuis 2007, tous les navires qui ont une jauge brute de plus de 300 tonnes sont obligés, au niveau de leurs trajets internationaux, d'être équipés de ces récepteurs et émetteurs AIS. C'est aussi le cas pour les navires de commerce. On a deux types, deux classes d'émissions. La classe A, pour les navires dont je viens de parler, jauge brute à plus de 300 tonnes et navires de commerce. Et la classe B, sur laquelle on encourage de plus en plus de plaisanciers et de voiliers qui font des courses, des régates, comme la Route du Rhum qui va bientôt partir, de s'équiper de ce type de protocole, parce qu'on va avoir pour le capitaine, encore une fois, une augmentation de sa visibilité. Donc on imagine les conditions de mer qui peuvent être compliquées, du brouillard, on peut avoir des alertes météo, des zones de danger qui peuvent être aussi annoncées pour la navigation, parce qu'on a une épave, parce qu'on a le fond marin ou fluvial qui a changé, les limitations de gabarit, les limitations aussi de tirant d'eau sur la profondeur minimale que le bateau peut utiliser pour naviguer, et bien entendu tous les messages de détresse, très important, que les autres navires autour sachent qu'à cet endroit-là, il y a un appareil, une machine, un bateau qui est actuellement en situation de détresse, que sa manœuvrabilité est réduite parce qu'il est en train d'être remorqué, par exemple, ou pour une activité de pêche, là, quand on tire le chalut, le bateau, il n'a pas autant de puissance, ou en tout cas autant de manœuvrabilité. Et tout ça concourt au fait qu'on ait de la sécurité. Il y a encore des accidents, on l'a vu récemment en Méditerranée, ou le canal de Suez, ce bateau qui a échoué sur les flancs, mais... c'est pas parfait, ça ne peut pas l'être, mais en tout cas, on fait chuter, on réduit les difficultés de navigation grâce à ce protocole. Et ça sent que quand on t'entend tirer le chalut, justement, et les filets qui vont avec. Est-ce que l'AIS est aussi vulnérable que le système dont tu nous parlais pour les avions il y a quelques jours? Alors tout à fait, on n'a pas d'authentification, donc le bateau ne s'identifie pas, ne s'inscrit pas sur un serveur pour pouvoir transmettre les informations, et on n'a pas non plus de chiffrement, on n'a pas une clé de chiffrement qui permet de brouiller les trames radio. Donc on est exposé aussi avec l'AIS aux problématiques de leurrage, et donc on peut avoir des personnes malveillantes qui transmettent des informations fausses en matière de navigation. Et donc, encore une fois, ce sont des communautés comme la plateforme Marine Traffic, qui est une initiative grecque, qui fédère des milliers, voire des dizaines de milliers de passionnés de navigation, et qui vont utiliser des petits ordinateurs de poche comme celui-là, et des récepteurs AIS
qui ressemble un peu à ça, et qui vont relier une antenne qui va être adaptée, qui fait 70 cm à peu près de long. Donc c'est un flight radar des bateaux. C'est exactement la même chose que l'on a sur Flight Radar, Flightstat, FlightAware, ADS-B Exchange dont on a parlé sur la précédente chronique, mais déclinée sur le monde maritime. Et cette surveillance, c'est elle qui va permettre de faire, comme je le disais précédemment, de la multilatération, donc être en capacité de vérifier que l'heure de départ de l'onde radio telle qu'elle a été calculée par le réseau de stations d'écoute et l'heure diffusée par le navire correspondent bien. Et donc, si on a des divergences, c'est qu'on a potentiel leurrage, ce qui m'a permis d'ailleurs de voir des bateaux voler à plus de 400 km/h au-dessus de la base aérienne 105 à Évreux. Et c'était ni plus ni moins que des hélicoptères de recherche et de secours qui s'engagent. Donc, ce n'étaient pas des bateaux qui volent, c'était des hélicoptères, on est d'accord. Exactement, mais c'est des hélicoptères qui sont équipés d'ADS-B, mais aussi pour la partie aérienne, mais aussi d'AIS, parce que quand ils vont aller chercher des personnes en détresse et litreuiller des personnes, des équipages de navires, ils vont devoir s'engager à basse altitude et donc potentiellement rentrer en collision avec des navires. Donc c'est important que ces aéronefs, qui sont volants, se signalent sur un protocole maritime, voire fluvial, pour pouvoir signaler leur position. On a un deuxième exemple, les Canadair, qui sont ni plus ni moins que des avions qui volent, certes, mais qui aussi écopent et atterrissent sur les plans d'eau. Et donc, tous les ans, malheureusement, on l'a encore vu cet été, on a des plaisanciers qui s'engagent sur des opérations d'écopage et qui, malheureusement, quelques années précédentes, arrivent à avoir des collisions avec ces aéronefs qui sont beaucoup plus rapides. Et donc, c'est très important, en fait, que tous ces protocoles, AIS et ADS-B, malgré leur faiblesse et leur vulnérabilité, concourent à la sécurité des personnes et des biens et que ces communautés de passionnés, encore une fois, au sol, permettent, y compris dans l'espace, avec des satellites qui embarquent des récepteurs AIS, mais permettent de concourir à la sécurité, à la résilience de la navigation aérienne et maritime. Sur mer ou dans les airs, Gaël Musquet est littéralement partout pour assurer votre sécurité et cybersécurité. Vous le voyez, justement, Nicolas, hacker, c'est un métier du présent, c'est forcément un métier qui va encore pouvoir évoluer dans le futur. Bien sûr, et puis la chronique de Gaël me fait penser à un des métiers quand même là-dedans, parce que moi j'ai la solution contre les problèmes qu'il a identifiés, c'est le métier de contrôleur aérien de drone, parce qu'aujourd'hui la technologie du drone se développe énormément, et demain pour aider à la navigation notamment, mais pas que, secourir des gens, etc., le drone et les technologies de drone se développent énormément, et j'ai identifié un des métiers qui est vraiment celui de contrôleur aérien, c'est-à-dire qu'à un moment on va avoir beaucoup de drones qui vont être en activité et ça c'est par la force des choses. Donc il va falloir, comme pour les avions, comme pour les bateaux, il va falloir aussi réguler les airs à basse altitude et les drones notamment qui vont se développer, que ce soit dans le service, la livraison, le médical, le transport, etc. Et donc on voit qu'il y a une industrie qui est en train de se développer fortement. Complètement, et Kigali d'ailleurs est une des places fortes au Rwanda, terre d'innovation en matière de drones. C'est impressionnant de voir à quel point aussi, à la fois cette industrie du drone s'inspire des erreurs et des apports aussi, attention, de la navigation maritime et aérienne. Et je vois avec bonheur des contrôleurs aériens qui aujourd'hui se forment aussi à ces métiers avec les nouveaux protocoles qui arrivent, LLRTID, le FLARM ou d'autres protocoles de signalisation de ces drones et qui intègrent aujourd'hui dans les cabines et dans les tours de contrôle ces protocoles et qui deviennent ces futurs contrôles de facto et par la force des choses. Les JO de 2024 qui arrivent, les mondiaux de 2023 de rugby déjà l'année prochaine. Littéralement dans 2 heures. Exactement, donc on va avoir ces problématiques déjà là cette année. Ça va être un plaisir de voir ces métiers se créer et de former des jeunes à ces nouvelles filières. Et ces 21 métiers du futur, on continue à en parler avec Nicolas Hazard et Gaël Musquet dans la deuxième partie du Talk. 21 métiers, oui, mais avec une approche inclusive, Nicolas. C'est notamment ce qui ressort de Qu'est-ce qu'on va faire de toi, cet ouvrage que vous avez fait paraître aux éditions Flammarion. Trouver votre place dans le nouveau monde du travail, oui, mais un nouveau monde du travail qui sera inclusif ou qui ne sera pas. Vraiment, vous vous employez à pouvoir décrire ces métiers du futur au féminin et au masculin. Il faut que ces professions, elles se vivent de façon les plus dégenrées, ou la plus dégenrée possible.
Oui, aujourd'hui, c'est pas du tout une question. C'est plus du tout une question. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, les tâches pénibles et les tâches répétitives, ça va être les robots et ça va être l'intelligence artificielle. Et donc, du coup, ce qui nous reste, c'est les compétences humaines. Donc, que ce soit les femmes, les hommes, de n'importe quel âge, de n'importe quel type socio-professionnel, etc. En fait, tout le monde est capable d'exercer ces métiers qui ont besoin de compétences humaines. Donc, ce qui se posait à la limite, peut-être il y a quelques siècles, en disant un homme, je sais pas moi, à la ferme, c'est des métiers très pénibles et donc ça va être plutôt un homme qui va le faire plutôt qu'une femme. Aujourd'hui, c'est plus du tout la question avec les nouvelles technologies, et les nouvelles technologies remettent complètement à plat toutes ces questions, notamment autour du genre. Et donc, c'est plutôt une bonne chose aussi pour les personnes en situation de handicap, parce qu'il y a beaucoup d'opportunités du coup qui vont s'offrir à elles. Absolument. Et justement, l'idée, c'est aussi de se dire que avec ces métiers qui donc s'ouvrent à toutes et tous, on va chercher les talents où qu'ils et qu'elles se trouvent. Ça veut dire aussi qu'il faut savoir, dès à présent, redonner cette envie de maths, cette envie de sciences, notamment aux jeunes filles et aux jeunes femmes. Alors ça, c'est clé. Chez Inco, on travaille pas mal sur ces sujets-là, notamment parce qu'on forme notamment les jeunes femmes au métier du digital, parce qu'on voit que finalement, il y a beaucoup d'opportunités dans cette industrie, mais pour autant, il y a beaucoup moins de femmes par rapport aux hommes, alors qu'elles sont tendanciellement meilleures, notamment au niveau du lycée là-dessus. Donc il y a une sorte d'autocensure, en tout cas là-dessus, et qui se crée. Donc nous, on essaie justement, à travers différents programmes, d'accompagner, de formation, d'accompagner les jeunes femmes à tout ça. Et encore une fois aujourd'hui, elles sont tout aussi légitimes que les hommes et que les jeunes hommes pour le faire. Et donc il faut pouvoir pousser ça, parce que la société de demain qu'on veut, encore une fois, les technologies, c'est pas bien ou mauvais par essence. Les technologies, c'est comme un marteau. Avec un marteau, je peux construire une maison ou je peux casser la tête de quelqu'un. Je peux faire quelque chose. Vaut mieux éviter, ne faites pas ça chez vous. Ne cassez pas la tête de quelqu'un chez vous, ce serait dommage. Voilà, bien évidemment. Il y a des précautions à avoir dans Je vous remercie, vraiment. Mais ce que je veux dire, c'est que la technologie, c'est la même chose. C'est-à-dire que la technologie, certains la voient comme étant négative par essence ou positive et merveilleuse, etc. C'est ni l'un ni l'autre, en fait. C'est ce qu'on va en faire. Et qu'est-ce qu'on a envie d'en faire et pourquoi on veut le faire ? Moi, j'ai envie d'une société qui soit moins inégalitaire, qui soit plus inclusive, qui donne des chances à tout le monde, qu'importe son origine, qu'importe la catégorie socio-professionnelle dont on vient, qu'importe son âge aussi. Et donc, voilà, c'est un outil qui est fait pour créer une nouvelle société inclusive et durable. Et ce qui donne aussi envie d'espérer dans cet ouvrage, c'est le fait de se dire qu'on repense l'économie, on repense la société et les emplois qui vont avec. Donc, en effet, ces valeurs d'éco-responsabilité, d'inclusivité, d'inclusion tout court, de transparence, d'éthique, elles viennent aussi nourrir cet éventail de métiers que vous nous proposez. Exactement. Et je pense que sur l'éco-responsabilité, c'est même plus une valeur, c'est une nécessité fondamentale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'économie, elle se transforme d'un point de vue technologique. On le voit, les nouvelles technologies, etc. Mais on est au pied du mur et on doit transformer profondément notre système énergétique, notre système de produits, notre façon de consommer, etc. Et donc là aussi, il y a une révolution. C'est-à-dire qu'en même temps que la révolution technologique, on a une double révolution. On a aussi une révolution verte et qu'on doit mener. Et on est encore très très loin du but. Donc pour ceux qui pensent que les technologies vont faire qu'on n'a plus grand chose à faire, c'est tout le contraire. Des jobs et des opportunités économiques, il va y en avoir énormément dans les années à venir, notamment parce qu'il faut réussir cette double révolution-là. Et donc ça, c'est des opportunités à créer. Donc oui, il y a une partie des métiers de demain qui sont des métiers technologiques, mais il y a aussi une partie des métiers de demain qui sont des métiers autour de changer les processus et rendre l'économie vraiment nette en termes de production de carbone, et qui nous permettent notamment de respecter les accords de Paris et tous les accords internationaux pour pas que notre planète brûle. Alors comment est-ce qu'on fait justement pour se dire que ce futur, il ne va pas tomber dans la dystopie la plus absolue, ni dans le techno-optimisme à tout craint? Comment est-ce qu'on fait pour garder la raison et mettre le curseur là où c'est important de le faire dès maintenant pour aller vers ces métiers de 2030? C'est une super question, parce que effectivement, il y en a certains qui voient l'avenir de manière dystopique, c'est-à-dire en gros ça va être un cauchemar absolu, ça va être l'enfer. D'autres qui pensent que les technologies vont nous sauver. Moi, je pense que c'est ni l'un ni l'autre, et qu'on peut prendre une direction comme l'autre, mais c'est une question de volonté.
et c'est avant tout des choix politiques. Et finalement, on en revient à ça. C'est la politique avec un grand P, dans la manière dont on va organiser la société et qu'est-ce qu'on va en faire de tout ça. Donc c'est qu'est-ce qu'on va faire de toi, mais qu'est-ce qu'on va faire aussi des technologies, qu'est-ce qu'on va faire de tous ces outils dont on a à disposition. Et donc pour ça, encore une fois, moi, la clé et le secret, c'est la formation. C'est l'éducation qui est au centre de tout ça. C'est la manière dont on va pouvoir fournir des opportunités à toutes les personnes et à tous au plus grand nombre. Mais pour ça, il faut les former. Parce qu'encore une fois, si on ne fait rien, si on garde notre système tel qu'il est, si on ne bouge pas, non seulement on a des problèmes climatiques très forts, mais en plus, on va avoir plein de gens sur le carreau, des tensions sociales très très fortes, avec plein de gens qui vont perdre leur emploi, qui vont être fâchés et à juste titre, et un marché du travail très très inégalitaire. Et finalement, collectivement, on va tous y perdre. Et donc pour moi, même l'insistance, et là où il faut mettre vraiment le curseur, c'est sur les personnes qui sont le moins qualifiées. C'est sur celles qui ont le plus de difficultés aujourd'hui. C'est sur les décrocheurs. Il y a 100 000 décrocheurs par an. Absolument. Il y a 10 millions de jeunes en Europe qui n'ont pas de diplôme, pas d'éducation, pas de formation, etc. Et c'est là-dessus qu'il faut mettre le paquet. Et c'est aujourd'hui là-dessus qu'il faut investir massivement sur la formation, les prendre par la main. Et il y a plein de choses à faire. Mais encore une fois, c'est un choix politique et c'est un choix de société. Absolument, se former tout au long de la vie. Si on est déjà entré sur le marché du travail et qu'on veut justement pouvoir aborder les évolutions de sa carrière avec ces inflexions des métiers du futur, il y a aussi le fait de se dire que plus on démarre tôt et plus on peut se sensibiliser à ses envies, à ces nouvelles matières, à ces technologies-là, plus tôt on va pouvoir aussi anticiper ces changements et ces mutations de métier. Qu'est-ce que ça veut dire par contre du diplôme aujourd'hui? Parce que jusqu'à présent, le diplôme, c'était la valeur qui permettait de savoir où on se situait entre sa formation et la future carrière qu'on allait embrasser. Il y a une obsolescence programmée des compétences dans les diplômes qui sont délivrés aujourd'hui. Le problème, c'est qu'il y a une déconnexion entre le diplôme et ce qu'on sait faire et les compétences. Aujourd'hui, le diplôme, ça a plutôt tendance à montrer que on a su apprendre par cœur et on a des connaissances et on a su les ressortir derrière et on a été validé par rapport à ça, par rapport à des connaissances. Sauf que ce qui fait la différence sur le marché du travail aujourd'hui déjà et demain encore plus, c'est les compétences. C'est qu'est-ce qu'on est capable de faire. Aujourd'hui, même la manière dont les entreprises, elles recrutent, on recrute par rapport à un diplôme. Parfois, on est obligé, c'est réglementaire, mais en règle générale, on recrute par rapport à un diplôme. Mais le diplôme ne préfigure pas du tout des compétences qu'on va pouvoir avoir. Moi, par exemple, sur le recrutement sur les entreprises, qui crée aussi beaucoup de discrimination, parce que pour plein de raisons qu'on connaît, moi, je suis pour qu'on fasse des tests de compétences. Ce que certains font. C'est-à-dire, à un moment, on va tester des compétences, les compétences dont on va avoir besoin. C'est pas des savoirs sur le métier, parce que de toute façon, le métier et les connaissances, elles évoluent tellement rapidement qu'aujourd'hui, il suffit d'aller sur un moteur de recherche pour avoir toutes les informations. Donc, c'est pas ça forcément la valeur ajoutée. Mais c'est la manière dont on va résoudre un problème complexe, c'est la manière dont on va communiquer, c'est la manière dont on va pouvoir inventer, créer des solutions, etc. Et ça, honnêtement, c'est possible de le mesurer. Et c'est ces compétences-là qui sont importantes. Et après, il y a plein de choses qui existent. Il y a la VAE, la validation des acquis de l'expérience, notamment, où on peut valider et donner des diplômes a posteriori à des gens qui ont exercé des postes pendant 2, 3, 4, 5 ans, etc. Oui, qui ont vraiment mis les mains dans le cambouis. Qui n'ont pas forcément le diplôme et qui, derrière, quand elles doivent changer de boîte, on leur dit « Ah non, ce poste, il n'est pas fait pour toi, tu n'as pas le diplôme exigé. » Sauf que mais tu as l'expérience. Tu as l'expérience et tu as les compétences. Et donc, c'est ça qu'il faut valoriser aujourd'hui. C'est les compétences. Et c'est là-dessus qu'il faut mettre le paquet. Ça, c'est intéressant pour ce que ça dit aussi de la façon dont on va pouvoir envisager aussi cette formation universitaire, cette formation supérieure ou cette formation tout au long de la vie et dans les années qui viennent. Mais qu'est-ce que ça veut dire aussi pour ces futurs talents? D'abord, ça veut dire que ça démarre très tôt, au collège, au lycée, et pour leurs parents également. Est-ce que l'idée, c'est de pouvoir sensibiliser au maximum l'ensemble de cet écosystème pédagogique, les parents, les conseillers d'orientation, les profs? Il faut que tout le monde soit convaincu que ce futur peut être désirable pour réussir à le construire. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que les parents, ils sont déjà concernés eux-mêmes pour leur travail et pour leur profession. Oui, mais parfois, ils oublient que c'est aussi le cas de leurs enfants. Exactement. Mais c'est dans les deux sens. C'est beaucoup pour leurs enfants, mais c'est pour eux-mêmes aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a une étude qui a montré que plus de 50% des travailleurs dans l'OCDE, donc dans les pays, ce qu'on appelle développés, entre guillemets, donc les pays plutôt occidentaux, 50% sont déjà obsolètes en termes de compétences et de connaissances. Et donc, auraient besoin déjà de se former. Le triptyque, je fais mes études,
Je travaille 42 ans et demi, je pars à la retraite, c'est terminé. Et ça va l'être toujours plus. Pourquoi ? Parce que je fais des études, je travaille, je refais des études, je me reforme, je retravaille, etc. Et c'est des séquences comme ça qui vont se créer. Donc on va devoir tout le temps revenir à l'école. Et donc, pas aller avec son petit sac à dos et son goûter pour aller rentrer dans une université, mais se former en entreprise, se former chez soi, en ligne, etc. Donc, il y a cette mentalité qu'il faut qu'on prenne en compte, que la formation, l'apprentissage, il va être en continu tout au long de la vie. Et donc, ce qu'il faut apprendre aux plus jeunes, notamment ceux qui arrivent à l'université aujourd'hui, c'est d'apprendre à apprendre. C'est-à-dire de pouvoir avoir les compétences nécessaires pour continuer eux-mêmes à se former tout au long de leur vie. Et avoir justement ce parcours sur l'ensemble de cette trajectoire professionnelle qui, on l'a bien compris, va changer 5 à 8 fois désormais quand on entre sur le marché du travail. Allez, on termine peut-être avec une dernière profession parce que c'est vrai que ces 21 métiers sont absolument fascinants. Assistante du bonheur, ça veut dire quoi exactement, Nicolas ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, je ne sais pas si c'est votre cas, hein, mais aujourd'hui on est quand même très sur nos tablettes, sur nos téléphones, etc. Et donc on a une sorte d'addiction parfois, certains, enfin pas tous, hein, mais par rapport aux réseaux sociaux notamment et par rapport à ce qu'ils représentent. Et donc il y a beaucoup de gens qui sont déconnectés, qui sont un peu dans le métaverse dans leur vie. Et donc c'est comment on les accompagne et comment on a des coachs aussi de vie qui nous permettent de refaire la différence entre le monde réel et le monde virtuel et nous accompagner sur qu'est-ce qui est vraiment important, c'est quoi le bonheur, comment on est heureux, etc. Et le rapport qu'on a notamment aux nouvelles technologies parce que les lignes sont en train un peu de s'entrecroiser et c'est là où il faut pouvoir avoir raison gardée et d'essayer de définir un peu ce qui est important ou pas. Et donc de plus en plus, il y a des métiers de la personne, donc de la communication. Donc c'est pas la peine d'être fort en technologie, mais juste de comprendre l'autre, d'avoir de l'empathie et de l'aider à s'en sortir pour naviguer dans ce monde du futur. Et il est où le bonheur ? C'est presque du Cali. En tout cas, il est certainement dans ce livre. Qu'est-ce qu'on va faire de toi, 21 métiers du futur à l'ère des robots et de l'intelligence artificielle. Merci infiniment, Nicolas Hazard, d'avoir fait un tour par le plateau de l'École du futur. Merci comme toujours à Gaël Musquet pour ses idées derrière la tech et pas que. Et on se retrouve dès demain en plateau pour un nouvel épisode de l'École du futur.